Ma belle-sœur a volé les prénoms de tous les bébés que j'ai perdus lors de fausses couches, pour les donner à ses propres enfants. Ensuite, elle a empoisonné mes vitamines prénatales pour provoquer une autre fausse couche. Et elle s'imagine vraiment que je ne vais pas ruiner sa vie, là, tout de suite. Quelle est la vengeance la plus douce à laquelle vous ayez jamais goûté? Pour ma part, ça a été de me faire le frère de mon ennemi, sans aucune protection. Pendant des années, j'ai souffert d'infertilité. Mais pas n'importe laquelle. J'étais le genre de personne à qui l'on donne de faux espoirs. Vous voyez, j'avais fait 3 fausses couches, tout au cours du 2e trimestre. Heureusement, tout le monde m'a beaucoup soutenu. Tout le monde, à l'exception de ma belle-sœur, bien sûr. Parce que la première fois que j'ai pleuré sur ses genoux, elle m'a caressé les cheveux, et m'a dit qu'elle serait toujours là pour moi. Elle m'a affirmé que lorsque ma nièce, son bébé, naîtrait, je serais sa marraine. J'ai même commencé à la considérer comme l'une de mes amies les plus proches. Avance rapide, 2 semaines plus tard, lors de sa baby shower. C'est laquelle a annoncé le prénom de son bébé. Dès qu'elle l'a prononcé, la bile m'est montée à la gorge. C'était fait. Exactement le même prénom que celui que j'avais choisi pour ma fille à naître. Eh bien, ce n'est pas comme si tu allais t'en servir, a-t-elle simplement lâché quand je l'ai confrontée, tout en couinant comme un cochon qu'on brûle vif. Ces mots ont été comme des poignards. Quand mon mari s'est approché pour demander ce qui se passait, je lui ai raconté. Mais au lieu de se mettre en colère, il a juste ri. Les hommes peuvent être tellement à côté de la plaque, parfois. Alors, j'ai attendu qu'on soit dans la voiture pour rentrer chez nous, pour lui réexpliquer la situation. Mon mari était l'amour de ma vie. Mais il était aussi très passif, car il avait grandi en étant le bouc émissaire de sa famille. Le genre de type à se faire braquer dans la rue, et à s'excuser de ne pas avoir plus d'argent à donner. C'est juste comme ça qu'elle est, chérie, a-t-il soupiré. Je me suis donc dit qu'au moins, le prénom de ma fille à naître continuerait de vivre, à travers le bébé de quelqu'un d'autre. Je me suis alors concentré sur l'amélioration de ma fertilité, en devenant une princesse du Pilate en pleine santé. Mais ça n'a jamais marché. 1 an et demi plus tard, un autre bébé est mort dans mon ventre. Quelques semaines après, je me trouvais dans une allée d'un magasin Walgreens, quand je l'ai vu. Ma belle-sœur avait publié un post, pour célébrer la naissance de son 2e fils. La légende disait, « Bienvenue, bébé James. Merci à Emma, c'est mon prénom, pour l'inspiration du prénom. Sa perte est mon gain. » Le tout, suivi de l'emoji femme enceinte, et de l'emoji tête de mort. Au moment où elle m'a volé le prénom de ma 3e fausse couche, Charlotte, j'étais complètement anesthésié. Elle m'envoyait des photos de la chambre du bébé, avec des légendes du genre « Je parie que tu aimerais que ce soit pour ta Charlotte ». Mon mari continuait de prendre sa défense, affirmant que j'étais trop sensible, et qu'il ne s'agissait que de prénoms et de photos. Après 4 ans de ça, j'ai cessé d'espérer avoir un enfant. Sarah était enceinte de son 4e enfant, et faisait des blagues lors des dîners de famille, sur le prochain prénom qu'elle allait me voler. Tout le monde riait. Tout le monde, sauf moi. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé. Si elle voulait un autre prénom, j'allais lui en donner un qu'elle n'oublierait jamais. J'ai attendu la réunion de famille suivante, et j'ai fondu en larmes. J'ai confié à Sarah, en privé, que j'avais découvert quelque chose d'incroyable dans le journal intime de ma défunte mère. Un 2e prénom secret, qu'elle n'avait jamais révélé à personne, Lexativa. J'ai inventé que cela signifiait « enfant sacré » dans un dialecte ancien. J'ai même créé de fausses pages de journal intime, et je lui ai montré un tableau Pinterest, sur la façon d'honorer des grands-parents décédés, grâce au prénom des bébés. Sarah a mordu à l'hameçon, et a foncé. Elle a annoncé partout qu'elle allait appeler sa fille Lexativa Rose, pour honorer l'histoire cachée de notre famille. Et ce plan de vengeance me suffisait amplement. Jusqu'à 8 mois plus tard, quand l'univers m'a lancé une balle courbe. J'étais enceinte. Enceinte du 3e trimestre, pour être exact. J'ai failli pleurer de joie. Fini les commémorations, fini de me demander s'il y avait quelque chose de profondément détraqué en moi. Mon mari et moi avions attendu pour l'annoncer, ne voulant pas nous faire de faux espoirs. Et cette même semaine, nous avons reçu le texto. C'était Sarah, qui nous invitait à sa baby shower. J'ai porté une robe fluide, qui cachait tout. Mon mari a soutenu ma décision, n'en ayant plus rien à faire de sa sœur. Sarah avait sorti le grand jeu pour cette fête,
la plus grandiose de toutes. Toute la famille était présente, ainsi que les abonnés de son blog de maman, qui suivaient le « voyage de bébé Lexativa » depuis des mois. Sarah était en plein milieu de son discours, racontant comment elle avait découvert ce « prénom familial sacré » quand je me suis levé. En fait, Sarah, j'ai aussi quelque chose à partager, ai-je dit, en lissant ma robe sur mon ventre, désormais très visible. La pièce est devenue silencieuse. Sarah est restée la bouche ouverte, au milieu d'une phrase. Ma belle-mère a fait tomber sa coupe de champagne. 29 semaines aujourd'hui, ai-je annoncé, en berçant mon ventre. Nous voulions être sûrs, cette fois-ci. La pièce a explosé de cris et de félicitations. Le visage de Sarah s'est vidé de ses couleurs. C'est alors que mon mari, le saint de la famille, s'est levé et a levé la main. Sarah, tu disais quelque chose à propos de Lexativa? À propos de toutes ces recherches que tu as faites? Le visage de Sarah était passé du blanc au rouge. Oui, ça. Ça veut dire enfant sacré, en ancien. C'est super bizarre, l'a-t-il interrompu, en sortant son téléphone. Parce que quand je cherche Lexativa sur Google, je ne trouve que des sites médicaux, sur le soulagement de la constipation. J'ai dû me pincer le nez pour m'empêcher de rire. Le reste de la pièce est resté sans voix. J'ai pris la main de mon mari, et nous sommes sortis. Ce fut un moment de fierté pour nous trois. Mais à 4 heures du matin, alors que je dormais profondément, j'ai ressenti une douleur fulgurante dans le ventre. Une douleur que j'avais déjà ressentie, 3 fois auparavant. Mon mari et moi nous sommes précipités à l'hôpital, mais je connaissais déjà la vérité. C'était une fausse couche. Il s'est avéré que l'une de mes vitamines prénatales sous forme de bonbons que je prenais le soir, avait été remplacée par quelque chose de fatal pour mon bébé. J'ai immédiatement su que Sarah était derrière tout ça. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours, après ça. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage suffisant de Sarah, lors de cette baby shower. La police a déclaré qu'elle ne pouvait rien prouver, concernant les vitamines. Le flacon avait mystérieusement disparu de notre salle de bain, et l'hôpital n'a pas pu identifier la substance spécifique, qui avait provoqué la fausse couche. Mon mari a enfin cessé de défendre sa sœur. Il s'est assis sur notre lit, tenant le flacon de vitamines vide, que nous avions retrouvé caché dans notre poubelle, à l'extérieur. Ses mains tremblaient, alors qu'il le tournait et le retournait. Sarah était venue chez nous, juste 2 jours avant le drame, prétextant vouloir m'aider à organiser la chambre du bébé. J'ai commencé à tout documenter. Chaque texto, chaque post sur les réseaux sociaux, chaque commentaire cruel que Sarah avait fait, au fil des années. Mon ordinateur portable est devenu mon compagnon de tous les instants, alors que je reconstituais un schéma, que j'avais été trop blessé pour voir auparavant. 3 semaines après la perte de notre bébé, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. La meilleure amie de Sarah, Catherine, travaillait à la pharmacie où j'allais chercher toutes mes ordonnances. Je me suis souvenu de les avoir vus ricaner ensemble, lors de réunions de famille. Catherine posait toujours des questions indiscrètes, sur mes traitements de fertilité. J'ai conduit jusqu'à la pharmacie, pendant le service de Catherine. Elle m'a vu arriver, et a essayé de se cacher dans l'arrière-boutique, mais je l'ai coincée près du rayon des vitamines. Son visage est devenu blanc, quand j'ai mentionné les vitamines prénatales. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle balbutié, mais ses mains tremblaient, alors qu'elle alignait des flacons sur une étagère. Ce soir-là, Sarah a publié un article sur son blog de maman, parlant des membres toxiques de la famille, qui lancent de fausses accusations. En quelques heures, ses abonnés ont inondé mes réseaux sociaux de messages haineux. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, me traitant de jalouse, de folle, et de personne en manque d'attention. Mon mari a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, après que les abonnés de sa propre sœur, ont commencé à l'attaquer lui aussi. Nous étions assis dans notre salon, les rideaux tirés, ayant l'impression d'être en état de siège. Il n'arrêtait pas de s'excuser de ne pas m'avoir cru plus tôt. Pour toutes ces années où il avait laissé passer le comportement de Sarah. Le prochain dîner de famille avait lieu chez Sarah. Nous avons failli ne pas y aller. Mais ma belle-mère a appelé mon mari en pleurs, le suppliant de ne pas laisser ce stupide malentendu déchirer la famille. Contre mon bon sens, nous y sommes allés. Sarah avait stratégiquement placé le couffin de bébé Lexativa, en plein centre de la salle à manger. À chaque fois que je levais les yeux de mon assiette, je voyais ce prénom brodé sur la couverture.
Sarah n'arrêtait pas de faire des remarques sur le fait que certaines personnes ne supportaient pas le bonheur des autres. Pendant le dîner, Sarah s'est excusée pour aller nourrir le bébé. Son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine, l'écran toujours allumé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis retrouvé à marcher vers lui, faisant semblant d'aller chercher de l'eau. Le navigateur était ouvert sur sa boîte mail. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, quand j'ai vu des objets de mai, concernant des herbes de fertilité, et des remèdes naturels pour provoquer une fausse couche. J'ai rapidement sorti mon téléphone, les mains tremblantes, alors que je prenais photo après photo de l'écran. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Sarah a fendu l'air, comme un couteau. Je me suis retourné, le téléphone toujours à la main. Elle s'est jetée dessus, mais j'ai reculé. Nous avons lutté dans sa cuisine, ses ongles s'enfonçant dans mon poignet, alors qu'elle essayait d'attraper mon téléphone. « Donne-le-moi » a-t-elle sifflé, mais j'ai tenu bon. Mon mari a entendu l'agitation, et s'est précipité. Pour la première fois de sa vie, il a vu sa sœur sans aucun masque. Son visage était tordu par la rage, rien à voir avec le doux personnage qu'elle jouait d'habitude. Elle essaie de me voler mon téléphone. Sarah a rapidement changé de tactique, des larmes apparaissant soudainement. Elle est devenue folle, tout comme je vous l'avais dit. Mais mon mari avait déjà vu les griffures sur mon poignet, et le regard sauvage dans les yeux de sa sœur. Il s'est interposé entre nous, et pour une fois, il n'a pas pris son parti. « Nous partons » a-t-il dit calmement, en prenant ma main. Les larmes de Sarah ont séché instantanément. « Très bien. Fuyez comme toujours. Mais tout le monde va savoir la vérité sur elle. » Nous sommes rentrés en silence, mon poignet me lançant là où elle m'avait griffé. J'ai montré à mon mari les photos que j'avais réussi à prendre. Son visage devenait de plus en plus pâle à chaque image. Le lendemain matin, le blog de Sarah présentait un long article sur la façon de gérer les membres de la famille mentalement instables. Elle affirmait que je l'avais attaquée chez elle, et que j'avais simulé mes grossesses, pour attirer l'attention depuis le début. Elle a même posté une photo d'elle, avec un petit bleu sur le bras, bien que je ne l'ai jamais touché. Ses abonnés ont tout gobé. Les commentaires ont afflué, sur sa force, et sur l'horreur de devoir subir une belle-sœur aussi toxique. Certaines ont même lancé le hashtag Justice pour Sarah. Ma belle-mère a appelé dans les heures qui ont suivi. « Tu dois t'excuser » a-t-elle dit, sans même me demander ma version des faits. C'est allé trop loin. Sarah envisage de déposer une demande d'ordonnance restrictive. Elle a empoisonné mon bébé, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. « Ne sois pas ridicule » a rétorqué ma belle-mère. Sarah ne ferait jamais une chose pareille. Tu fais clairement une sorte de dépression. Tu devrais peut-être te faire aider. Mon mari m'a pris le téléphone. Maman, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. C'est Sarah qui a attaqué Emma, pas l'inverse. Oh, je t'en prie, a ricané sa mère. Tu prends toujours son parti maintenant. Sarah m'a envoyé les images des caméras de sécurité de sa cuisine. Elle montre clairement Emma en train de fouiller dans son ordinateur personnel. Mon cœur a sombré. Bien sûr, Sarah avait édité les images, pour masquer notre bagarre, et me faire passer pour l'agresseur. Mon mari s'est disputé avec sa mère, pendant encore quelques minutes, avant de raccrocher de frustration. Au cours des jours suivants, la situation a dégénéré bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Sarah a fait un signalement au service de protection de l'enfance, affirmant que j'étais mentalement instable, et que je ne devrais pas être autorisé à adopter des enfants. Elle avait découvert que nous avions entamé une procédure d'adoption des mois plus tôt, avant notre dernière grossesse. L'assistante sociale qui est venue chez nous, était professionnelle, mais clairement influencée par les inquiétudes qui avaient été soulevées. Apparemment, les abonnés du blog de Sarah, avaient appelé l'agence d'adoption, et envoyé des emails concernant mon comportement dangereux. Nous avons reçu plus de 50 plaintes, a expliqué l'assistante sociale, en feuilletant son dossier. Bien que nous devions enquêter sur toutes les réclamations, je tiens à vous dire que les campagnes organisées de ce type, indiquent généralement que quelqu'un a des arrière-pensées. Nous avons fourni des références de moralité, des dossiers médicaux prouvant que ma santé mentale était excellente, et tout ce à quoi nous pouvions penser. Mais le mal était fait. L'agence d'adoption a suspendu notre dossier, dans l'attente des résultats de l'enquête. Ce soir-là, j'ai sangloté dans les bras de mon mari. Sarah ne s'était pas contentée de voler les prénoms de mes bébés. Elle essayait maintenant de voler toute chance que j'avais,
de devenir mère. Le lendemain matin a apporté son lot de nouveaux enfers. Sarah avait posté des captures d'écran me montrant en train de fouiner dans son ordinateur portable. Elle avait bien sûr pris soin de recadrer les images, pour cacher tout ce qui montrait ses recherches sur les herbes provoquant des fausses couches. Ses abonnés me traitaient de criminel, et exigeaient mon arrestation pour violation de la vie privée. Mon mari et moi étions assis à la table de la cuisine, entourés de mes imprimés de l'agence d'adoption. Chacun d'eux détaillait l'inquiétude d'un autre citoyen préoccupé, qui les avait contactés au sujet de ma prétendue instabilité mentale. Le langage était étrangement similaire dans des dizaines de messages. C'était clairement coordonné. Catherine m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix tremblait, alors qu'elle chuchotait dans le téléphone, « Rejoins-moi au parc sur M Street. Viens seul. Je dois te dire quelque chose. » Mon mari voulait m'accompagner, mais je savais que Catherine s'enfuirait si elle le voyait. Je l'ai trouvée assise sur un banc près de l'aire de jeu, regardant nerveusement les mères pousser leurs enfants sur les balançoires. « Je ne peux plus faire ça », a-t-elle dit dès que je me suis assise. Sarah est allée trop loin. Les vitamines. Elle m'a obligé à les échanger. Elle a dit que c'était juste des herbes inoffensives, pour t'aider à gérer ton anxiété. Mes mains se sont serrées en poing. Tu savais ce que c'était. Les yeux de Catherine se sont remplis de larmes. Elle avait des dossiers sur moi. J'avais détourné quelques pilules de la pharmacie. Juste des anxiolytiques pour moi. Rien de grave. Mais elle l'a découvert je ne sais comment, et a menacé de me dénoncer, si je ne l'aidais pas. J'ai sorti mon téléphone pour enregistrer, mais Catherine a attrapé mon poignet. Pas d'enregistrement. Je nierai tout, si tu essaies d'utiliser ça contre moi. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je suis désolé. Et te prévenir. Elle n'en a pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle n'en a pas fini » ? Catherine a jeté un regard nerveux autour d'elle. Elle a volé ton courrier. Elle a des copies de tous tes documents d'adoption. Elle sait quelle agence tu utilises, qui est ton assistante sociale. Tout. Mon sang s'est glacé. Nous nous demandions pourquoi, une partie de notre courrier semblait disparaître. Catherine s'est levée pour partir, mais j'ai attrapé son bras. Tu dois le dire à quelqu'un. À la police, à l'agence d'adoption. N'importe qui. Elle s'est dégagée d'un coup sec. Je ne peux pas perdre mon travail. J'ai des enfants, moi aussi. Elle s'est éloignée à la hâte, me laissant seul sur le banc. Ce soir-là, mon mari a installé des caméras de sécurité autour de notre maison. Nous avons changé toutes nos serrures, et avons fait suivre notre courrier vers une boîte postale. C'était comme si nous nous préparions à la guerre. Le prochain coup de Sarah est survenu lors du dîner de Thanksgiving. Toute la famille était réunie chez ma belle-mère. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Sarah est arrivée en retard, faisant une entrée théâtrale, avec ses 4 enfants vêtus de tenues assorties. Pendant le dîner, elle n'a cessé de faire des remarques pointues, sur les personnes qui n'arrivent pas à lâcher le passé, et sur l'importance de suivre un traitement psychiatrique. La mâchoire de mon mari se serrait à chaque pic, mais il est resté silencieux. Puis, alors que nous débarrassions les assiettes du dessert, Sarah s'est levée, et a fait teinter son verre de vin. J'ai une annonce à faire. La pièce est devenue silencieuse. La main de Sarah s'est posée sur son ventre, dans ce geste familier que j'avais fait tant de fois auparavant. Nous attendons un autre enfant. Et j'ai déjà choisi le prénom parfait. Ma belle-mère a eu un hoquet de joie. Oh, Sarah, comme c'est merveilleux. Oui, a continué Sarah, ses yeux fixés sur les miens. Si c'est une fille, nous l'appellerons Margaret. En l'honneur de la défunte et regrettée mère d'Emma. La pièce a tourné autour de moi. Ma mère était décédée il y a seulement 6 mois. Son prénom était la dernière chose sacrée qu'il me restait. Je me suis levé si brusquement, que ma chaise a basculé en arrière. Tu n'oserais pas, ai-je chuchoté. Le sourire de Sarah était du pur venin. Pourquoi pas? C'est un prénom si magnifique. Et quelqu'un devrait l'utiliser, puisque tu en es manifestement incapable. Mon mari était debout lui aussi, maintenant. Ça suffit, Sarah. Tu as franchi toutes les limites. Vraiment? La voix de Sarah est montée dans les aigus, jusqu'à devenir un cri perçant. C'est elle qui s'est introduite dans mon ordinateur. C'est elle qui répand des mensonges sur moi.
J'essaie juste d'honorer les traditions familiales. En volant les prénoms de bébés morts, la voix de mon mari était d'un calme mortel. La pièce a explosé. Mon beau-père a commencé à crier, demandant à tout le monde de garder son calme. Le mari de Sarah avait l'air confus, et demandait ce qui se passait réellement. Les enfants ont commencé à pleurer. Dans le chaos, Sarah a attrapé son téléphone, et a lancé un live pour ses abonnés. Vous pouvez voir comment je suis attaqué, au sein même de ma propre famille, a-t-elle dit à la caméra. Tout ça parce que je veux honorer la mère de ma belle-sœur. Mon mari a attrapé ma main. Nous partons. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Sarah nous a lancé « Oh, Emma. Tu devrais peut-être vérifier avec l'agence d'adoption. J'ai entendu dire qu'ils avaient reçu des informations très intéressantes, concernant tes antécédents psychiatriques. » Nous sommes rentrés en silence, tous les deux trop en colère pour parler. En arrivant chez nous, il y avait un message sur notre répondeur. C'était notre assistante sociale, qui nous demandait de la rappeler en urgence. Mes mains tremblaient en composant le numéro. La voix de l'assistante sociale était soigneusement neutre, alors qu'elle expliquait qu'ils avaient reçu des documents, suggérant que j'avais été hospitalisé à plusieurs reprises, pour des problèmes psychiatriques. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, la voix brisée. Je n'ai jamais été hospitalisé pour autre chose, que pour mes fausses couches. Je comprends, a-t-elle répondu. Mais nous devons enquêter sur ces allégations. Pouvez-vous fournir votre dossier médical complet? Après avoir raccroché, mon mari m'a trouvé en sanglots, sur le sol de notre chambre. Il m'a tenu pendant que je pleurais, me chuchotant des promesses que nous allions nous battre. Que Sarah ne gagnerait pas. Le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital pour demander mon dossier médical. L'administratrice a ouvert mon fichier, puis a froncé les sourcils. C'est étrange. Il y a des entrées ici que je ne reconnais pas, mon cœur s'est serré, lorsqu'elle nous a montré l'écran. Quelqu'un avait ajouté de fausses admissions psychiatriques à mon dossier électronique. Avec des diagnostics de délire paranoïaque et de mensonges pathologiques. C'est une fraude, a déclaré l'administratrice. Nous allons devoir enquêter, pour savoir comment quelqu'un a pu accéder à notre système. Il a fallu 2 semaines pour faire supprimer ces fausses entrées, et les documenter comme étant frauduleuses. Pendant ce temps, Sarah a intensifié sa campagne. Elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux à mon nom, publiant des diatribes délirantes, sur mon envie de voler les bébés des autres. Elle a envoyé des messages anonymes à mon employeur, concernant mon instabilité mentale. Mon mari a commencé à tout enregistrer. Il a acheté une petite caméra qu'il portait sur sa chemise, documentant chaque interaction avec sa famille. Sa mère l'a traité de paranoïaque, mais il s'en moquait désormais. La percée est venue d'une source inattendue. La fille aînée de Sarah, Faye, âgée de 8 ans, a appelé chez nous un soir, alors que ses parents étaient sortis. Tante Emma, a dit sa petite voix. Je dois te dire quelque chose. Maman nous oblige à mentir sur toi. Mon mari a rapidement commencé à enregistrer, alors que Faye expliquait comment sa mère la forçait, elle et ses frères et sœurs, à dire aux gens que j'étais méchante avec eux. Que je leur faisais peur. Que je disais des choses affreuses sur leur famille. Elle s'entraîne avec nous, a raconté Faye. Elle nous fait répéter les mensonges, jusqu'à ce qu'on les dise correctement. Je ne veux plus le faire. Tu n'as jamais été méchante avec nous. Nous avons sauvegardé l'enregistrement, l'ajoutant à notre pile croissante de preuves. Mais Sarah a dû découvrir l'appel de Faye. Car le lendemain, elle a publié un post expliquant comment je manipulais des enfants innocents, pour les retourner contre leur mère. Ses abonnés étaient enragés, et envoyaient des menaces de mort sur mes comptes de réseaux sociaux. Quelqu'un a même publié l'adresse de mon travail, et des manifestants sont apparus devant mon bureau, avec des pancartes me traitant de tueuse de bébés, et de prédatrice d'enfants. Mon patron m'a convoqué dans son bureau. Je sais que c'est une affaire personnelle, a-t-il dit. Mais cela affecte l'entreprise. Tu devrais peut-être prendre un congé, jusqu'à ce que tout ça se tasse. J'ai été effectivement suspendu de mon travail. Sarah avait réussi à détruire ma réputation, mes perspectives de carrière, et mes chances d'adopter. Mais elle n'était pas encore satisfaite. 2 semaines plus tard, la grand-mère de mon mari a fêté ses 90 ans. Nous avons hésité à y aller. Mais sa grand-mère avait toujours été gentille avec moi, et je ne voulais pas la décevoir. La fête avait lieu dans un restaurant. Un terrain neutre,
que nous pensions sûre. Sarah est arrivée en retard, comme d'habitude, s'assurant que tous les regards étaient braqués sur elle. Elle faisait des bises en l'air aux membres de la famille, et s'extasiait sur sa grossesse, bien visible lors de la découpe du gâteau. Je me suis excusé, pour aller aux toilettes. Sarah m'a suivi à l'intérieur, vérifiant les cabines pour s'assurer que nous étions seuls, avant de se tourner vers moi. Tu devrais juste abandonner, a-t-elle dit sur le ton de la conversation, en remettant du rouge à lèvres devant le miroir. Tu ne seras jamais mère. L'agence d'adoption a déjà rejeté ta demande. Oh, tu ne le savais pas? J'ai une amie qui travaille là-bas. Je suis restée silencieuse, me rappelant que la caméra de mon mari enregistrait tout. Sarah a continué, prenant mon silence pour une défaite. Ça a été tellement facile, vraiment. Catherine à la pharmacie, mon amie à l'hôpital qui m'a aidé avec ton dossier médical, l'assistante sociale qui me devait une faveur. Tu n'as jamais eu la moindre chance. Pourquoi, ai-je finalement demandé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Le reflet de Sarah m'a souri. Tu l'as épousé. Tu m'as volé mon frère. Il était censé toujours me faire passer en premier. Et puis tu es arrivé, avec ton histoire de fertilité, et soudainement, il s'est plus soucié de toi, que de moi. Alors tu as tué mes bébés? Sarah a ri. Je n'ai tué personne. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste donné un petit coup de pouce à la nature, pour le dernier. Considère ça comme une faveur. Tu n'es clairement pas faite pour être mère. J'ai quitté les toilettes sans un mot de plus, le cœur battant à tout rompre. Nous avions enfin ces aveux sur bande. Mais lorsque mon mari a vérifié la caméra ce soir-là, la batterie s'était mystérieusement épuisée, juste avant que Sarah ne me suive aux toilettes. Nous n'avions rien. Le coup suivant est venu du mari de Sarah, qui a appelé mon mari, pour lui demander de se rencontrer en privé. Nous avons supposé qu'il allait nous menacer. Mais au lieu de cela, il avait l'air épuisé et abattu. J'ai trouvé son journal, a-t-il dit, en faisant glisser un carnet en cuir sur la table. Je ne fouinais pas. Il est tombé de son sac à main. Je pense que vous devez voir ça. Le journal appartenait bien à Sarah, et il était accablant. Page après page, elle détaillait ses plans pour me détruire, sa joie à chaque fausse couche, sa coordination avec Catherine et d'autres personnes, pour saboter ma vie. Mais le plus troublant, c'étaient les passages concernant d'autres membres de la famille, qu'elle avait pris pour cible au fil des ans. Elle avait empoisonné le chat de sa belle-mère, parce que la femme lui avait suggéré d'attendre avant d'avoir des enfants. Elle avait saboté le mariage de sa cousine, en couchant avec le marié. Elle avait fait expulser sa colocataire de l'université, en cachant de la drogue dans sa chambre. Je ne sais pas avec qui je me suis marié, a dit le mari de Sarah, la voix brisée. Les enfants. Je demande le divorce. Je témoignerai de ce que j'ai trouvé, si vous en avez besoin. Nous avons photocopié chaque page du journal, avant de le lui rendre. Enfin, nous avions de vraies preuves. Mais Sarah a frappé la première. Le lendemain matin, la police s'est présentée à notre porte avec un mandat. Quelqu'un avait signalé que nous vendions de la drogue, et il devait fouiller notre maison. Mon mari et moi sommes restés dans notre salon, regardant les agents démolir notre vie soigneusement reconstruite. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Mais le mal était fait. Nos voisins nous observaient depuis leurs fenêtres, alors que les voitures de police s'alignaient dans notre rue. Après le départ de la police, nous avons trouvé un mot glissé sous notre paillasson. L'écriture de Sarah, arrêtez maintenant, ou la prochaine fois, ils trouveront quelque chose. Ce soir-là, mon mari et moi avons pris une décision. Nous allions apporter tout ce que nous avions à la famille, pour les forcer à voir la vérité sur Sarah, une bonne fois pour toutes. Nous avons convoqué une réunion de famille chez ma belle-mère, en disant que nous avions une nouvelle importante à partager. Sarah est arrivée avec un air suffisant, pensant probablement que nous allions annoncer notre reddition. Au lieu de cela, mon mari a connecté son ordinateur portable à la télévision, et a commencé à présenter nos preuves. Les pages du journal, les photos de l'ordinateur de Sarah, le témoignage de son mari. Même les aveux enregistrés de fait, sur le fait d'avoir été forcé de mentir. La pièce était silencieuse, alors que les preuves s'accumulaient. Le visage de Sarah est passé de la suffisance, à la panique, puis à la fureur. Lorsque nous avons montré le passage du journal, sur l'empoisonnement du chat, ma belle-mère a halté.
Moustache n'est pas juste mort de vieillesse, a-t-elle murmuré. Sarah a bondi sur ses pieds. C'est un coup monté. Ils essaient de me piéger, parce qu'ils sont jaloux de ma famille parfaite? Mais son mari s'est levé lui aussi. C'est vrai. Tout est vrai. J'ai vu le journal original. Sarah, tu as besoin d'aide. La digue a cédé. D'autres membres de la famille ont commencé à partager leurs propres histoires, sur la cruauté de Sarah au fil des années. Son comportement devenait indéniable. Le masque de Sarah a finalement volé en éclats. Elle a hurlé sur tout le monde, les traitant de menteurs et de traîtres. Elle a attrapé un vase, et l'a jeté contre le mur, envoyant des éclats de verre à travers la pièce. « Tu veux me détruire » m'a-t-elle hurlé. « Espèce de sorcière stérile. Tu n'auras jamais ce que j'ai. Jamais. » Son fils aîné, James, a commencé à pleurer. « Maman, arrête. Tu nous fais peur. » Mais Sarah ne raisonnait plus. Elle s'est jetée sur moi. Et cette fois, je n'ai pas reculé. Mon mari et le sien ont dû nous séparer, alors qu'elle me griffait le visage, en hurlant des obscénités. J'aurais dû utiliser quelque chose de plus fort dans ces vitamines, a-t-elle crié. J'aurais dû m'assurer que tu ne puisses plus jamais, même essayer. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même Sarah a semblé réaliser ce qu'elle venait d'avouer. La voix de mon beau-père était glaciale. Sors de ma maison. Ne reviens pas, Sarah a regardé autour d'elle. Sa famille, ses enfants, son mari. Tous la regardaient avec horreur et dégoût. Très bien, a-t-elle craché. Mais je prends mes enfants. Non, a dit fermement son mari. Tu ne les prendras pas. Les enfants, venez ici. Les 4 enfants ont couru vers leur père. Même le bébé, l'ex-sativa, dans les bras de Faye. Sarah est restée seule, au centre de la pièce. Réalisant enfin les conséquences de ses actes, elle est partie sans un mot de plus, en claquant la porte derrière elle. La famille est restée un moment dans un silence abasourdi, avant que ma belle-mère ne commence à pleurer. Je suis tellement désolée, a-t-elle sangloté, en cherchant ma main. J'aurais dû te croire. Tous ces bébés. Je suis tellement désolée. Les répercussions ont été rapides. Catherine, terrifiée à l'idée de perdre sa licence de pharmacienne, s'est manifestée avec des aveux complets, sur l'échange de mes vitamines. Elle a fourni des reçus, des SMS de Sarah. Tout ce qui était nécessaire, pour prouver ce qui s'était passé. Le mari de Sarah a déposé une demande de garde d'urgence, et une ordonnance d'éloignement. Les papiers du divorce citaient son journal comme preuve qu'elle était une mère inapte. Il a également révélé, qu'il avait trouvé des recherches sur son ordinateur, sur la façon de provoquer une fausse couche, remontant à plusieurs années. Le blog de Sarah a implosé, lorsque quelqu'un a fait fuiter des extraits de son journal à ses abonnés. La femme qui avait bâti sa marque sur le fait d'être la mère parfaite, a été exposée comme une sociopathe calculatrice, qui avait empoisonné des membres de sa famille, et saboté des grossesses. En l'espace de quelques jours, elle a tout perdu. Son mari, ses enfants, sa famille, et ses followers sur Internet. L'agence d'adoption nous a appelés, pour s'excuser et réactiver notre dossier, notant que les fausses plaintes allaient en fait renforcer notre dossier, en montrant que nous pouvions faire face à l'adversité. 3 mois plus tard, mon mari et moi nous tenions dans un tribunal, pour finaliser l'adoption de jumeaux nouveau-nés. Nous les avons appelés Charlotte et James, récupérant ainsi les prénoms que Sarah avait volés. En signant les papiers, j'ai repensé au long chemin qui nous avait menés ici. Sarah faisait face à des accusations criminelles pour l'altération des vitamines. Bien que son avocat fasse pression pour obtenir un accord de plaidoyer, impliquant un traitement psychiatrique plutôt qu'une peine de prison. Ses enfants s'épanouissaient avec leur père. Enfin libérés de l'influence toxique de leur mère. Faye avait recommencé à m'appeler tante Emma, et elle avait demandé si elle pourrait faire du babysitting pour les jumeaux, quand ils seraient plus grands. Je veux être une bonne grande cousine, avait-elle dit. Pas comme ma mère l'était en tant que sœur. Alors que nous rentrions chez nous avec nos bébés, mon mari s'est penché, et m'a serré la main. Nous avions survécu à la campagne de terreur de Sarah, et d'une manière ou d'une autre, nous en étions ressortis plus forts. Les jumeaux gazouillaient dans leur siège auto, et j'ai souri à travers mes larmes. Sarah avait essayé de tout me voler. Mais à la fin, elle n'avait fait que se voler elle-même. J'avais récupéré ma famille, mes bébés, et ma vie. Et Sarah ?
Elle avait récolté exactement ce qu'elle avait toujours donné aux autres, rien d'autre que les conséquences de sa propre cruauté. La cérémonie d'adoption au tribunal s'est terminée à midi. À 12h30, Sarah causait déjà des problèmes. Mon mari l'a repérée le premier, de l'autre côté de la rue par rapport aux marches du tribunal, où nous prenions des photos avec Charlotte et James. Elle portait de grosses lunettes de soleil, et une casquette de baseball, mais sa posture rigide la trahissait. « Ne regarde pas », a-t-il murmuré, en se déplaçant pour lui bloquer la vue sur les jumeaux. Le photographe a remarqué notre tension, et nous a suggéré de nous déplacer dans le jardin du tribunal. Alors que nous nous éloignions, j'ai entendu des pas rapides derrière nous. Sarah avait traversé la rue. « Ce sont mes prénoms, je devais les donner », a-t-elle crié. La sécurité l'a interceptée, avant qu'elle ne s'approche. Nous les avons regardés l'escorter au loin, pendant qu'elle hurlait sur ses droits en tant que tante. Les jumeaux ont dormi tout du long, inconscients du drame entourant leur premier jour officiel en tant que nôtre. Cet après-midi-là, nous avons découvert que Sarah avait été plus occupée que nous ne le pensions. Notre annonce d'adoption sur les réseaux sociaux, postée par ma belle-mère avec notre permission, avait été capturée et republiée sur le nouveau blog de Sarah. Avec des commentaires sur les « voleurs de bébés » et les « voleurs de prénoms. Catherine m'a envoyé un texto d'avertissement. Sarah était passée à la pharmacie ce matin-là, posant des questions étranges sur les médicaments pour nourrissons et les allergies. Catherine avait refusé de lui donner la moindre information, et avait alerté son responsable. Mais cette rencontre avait mis tout le monde mal à l'aise. Nous avons installé une caméra de sonnette ce soir-là. Mon mari a également changé notre pédiatre, pour un autre à l'autre bout de la ville, juste par précaution. Les jumeaux devaient passer leur premier examen de contrôle la semaine suivante, et nous ne voulions prendre aucun risque. Le mari de Sarah a appelé le lendemain, avec des nouvelles inquiétantes. Elle s'était introduite chez lui pendant que les enfants étaient à l'école, prenant des albums photos et des vêtements de bébé. Elle avait également laissé un mot, exigeant un droit de visite pour ses enfants. L'ordonnance d'éloignement couvre aussi les enfants, nous a-t-il rassuré. Mais elle devient désespérée. Elle squatte chez différents amis, en leur disant qu'on s'est tous retournés contre elle sans raison. 3 jours plus tard, Sarah s'est présentée sur le lieu de travail de mon mari. Elle avait attendu dans le parking couvert, l'approchant alors qu'il marchait vers sa voiture. Mon mari a immédiatement commencé à enregistrer avec son téléphone. « Tu as empoisonné tout le monde contre moi », a-t-elle dit en lui barrant la route. Même mes propres enfants ne veulent plus me parler. Mon mari a essayé de la contourner, mais elle s'est déplacée avec lui. « Sarah, tu dois partir. Tu violes l'ordonnance d'éloignement. Ce bout de papier ne vaut rien. Tu es mon frère. Tu es censé me protéger, pas me détruire. Tu t'es détruite toute seule, a-t-il dit calmement. Le visage de Sarah s'est déformé. Elle a attrapé son téléphone, et l'a jeté contre le mur en béton. Il s'est brisé sous le choc. Puis elle a couru vers sa voiture, et a démarré en trombe, avant l'arrivée de la sécurité. Le téléphone cassé signifiait que nous avions perdu cet enregistrement. Mais les caméras du parking avaient tout filmé. Mon mari a déposé une plainte à la police, et un mandat d'arrêt a été émis contre Sarah. Elle a échappé à la police pendant une semaine. Pendant ce temps, elle a créé des dizaines de faux profils sur les réseaux sociaux, inondant nos comptes et les pages de nos employeurs, de diverses accusations. Elle prétendait que nous avions volé ses enfants, ruiné son mariage, et fabriqué des preuves contre elle. Un profil sortait particulièrement du lot. Il utilisait des photos de Charlotte et James prises au tribunal, retouchées pour y inclure Sarah les tenant dans ses bras. Les légendes affirmaient qu'il s'agissait de ses jumeaux, et que nous les avions kidnappés. Plusieurs de ses anciennes abonnées, toujours loyales malgré tout, ont partagé ces publications. Mon patron m'a rappelé dans son bureau. « Je sais que ce n'est pas de ta faute », a-t-il dit, en faisant glisser une capture d'écran imprimée sur son bureau. Mais les RH sont inquiètes. Ces accusations d'enlèvement, même si elles sont fausses, elles affectent notre lieu de travail. J'ai fixé la photo truquée de Sarah, avec nos jumeaux. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Prends un congé prolongé. Rémunéré. Laisse cette situation se résoudre, puis nous réévaluerons la situation. J'ai vidé mon bureau l'après-midi même, en essayant de ne pas pleurer. Sarah m'avait maintenant coûté mon emploi actif, en plus de tout le reste. Ce soir-là, fait à rappeler. Sa voix n'était qu'un murmure. Tante Emma,
maman est là. Elle est dehors, devant la maison de papa. Elle n'arrête pas de m'envoyer des textos, pour que je la laisse entrer. Mon mari a immédiatement appelé son beau-frère, pendant que je restais en ligne avec Faye. Nous pouvions entendre Sarah tambouriner à la porte, en hurlant pour réclamer ses enfants. Elle dit qu'elle a de nouvelles vitamines pour le bébé, a chuchoté Faye. Des vitamines spéciales, pour la rendre intelligente comme elle. Mon sang s'est glacé. Faye, n'ouvre surtout pas cette porte. Reste loin des fenêtres. La police est arrivée en quelques minutes. Nous avons écouté par téléphone, alors qu'ils arrêtaient Sarah. Elle a hurlé tout le long, à propos de ses droits de mère. De la façon dont nous avions tous comploté contre elle. Et qu'elle voulait juste donner ses vitamines à son bébé. Ils ont trouvé un flacon de pilules non identifiées dans son sac à main. Sarah a passé 2 nuits en prison, avant d'être libérée sous caution. Son avocat a fait valoir qu'elle traversait une crise de santé mentale, et avait besoin d'un traitement, et non d'une incarcération. Le juge a accepté la libération sous caution, mais avec des conditions. Elle devait porter un bracelet électronique, et rester éloignée de tous les membres de sa famille. Les pilules ont été testées positives à un sédatif léger. Rien de dangereux dans l'immédiat, mais totalement inapproprié pour un nourrisson. Cela a suffi, pour ajouter la tentative de mise en danger d'un enfant, à ses chefs d'inculpation. Les anciennes amies de Sarah, ont commencé à prendre leur distance, à mesure que la vérité éclatait. L'une d'elles, une femme nommée Patricia, qui hébergeait Sarah, m'a appelé directement. « Je suis désolée, » m'a dit Patricia. « J'avais cru ces histoires sur vous. Mais ensuite, je l'ai surprise à 3 heures du matin, en train de fouiller dans mon armoire à pharmacie. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit qu'elle cherchait juste de l'aspirine. Mais vous ne la croyez pas, ai-je conclu. Non. Et il y a autre chose. Elle utilise mon ordinateur pour créer ses faux profils. J'ai des captures d'écran de tout. Patricia nous a envoyé des dizaines de captures d'écran, montrant l'activité de Sarah. Création de faux comptes, retouche de photos, coordination de campagnes de harcèlement. Tout était là, horodaté et indéniable. Nous les avons ajoutés à notre dossier de preuves, qui était devenu assez épais pour remplir une boîte d'archives. Mon mari a tout organisé chronologiquement, en préparation du procès pénal. Pendant ce temps, nous nous sommes concentrés sur notre nouvelle vie avec les jumeaux. Ils s'épanouissaient, prenaient du poids, et commençaient à sourire. Charlotte avait les yeux de mon mari, tandis que James avait mon menton têtu. Chaque étape franchie, ressemblait à une victoire que Sarah ne pouvait pas voler. L'agence d'adoption a appelé, pour une visite de suivi. L'assistante sociale qui est venue, était la même que celle qui avait enquêté sur les fausses accusations de Sarah. Elle a souri en voyant à quel point les jumeaux allaient bien. « Je tiens à m'excuser à nouveau pour l'enquête », a-t-elle dit, en regardant Charlotte attraper mon doigt. « Il est clair maintenant, que ces plaintes étaient malveillantes. Nous comprenons que vous deviez suivre le protocole, a répondu mon mari. Oui. Mais je veux que vous sachiez, que nous avons signalé le nom de Sarah dans notre système. Si jamais elle essaie d'adopter, ou d'interférer avec une autre adoption, nous le saurons immédiatement. C'était un maigre réconfort, mais nous acceptions toute la protection possible. Le coup suivant de Sarah, est arrivé par l'intermédiaire de son avocat. Elle intentait un procès pour faire valoir des droits de grands-parents, affirmant que nous l'empêchions d'avoir une relation légitime avec les jumeaux. L'action en justice était sans fondement. Elle n'était pas leur grand-mère biologique, et n'avait aucune qualité pour agir, mais nous devions quand même y répondre. Notre avocat a ri en lisant le dossier. Elle s'accroche à n'importe quoi. Aucun juge n'acceptera même d'entendre cette affaire. Il avait raison. L'action a été rejetée en moins d'une semaine. Mais Sarah ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à se présenter à des endroits où elle savait que nous serions. À l'épicerie, au parc, chez le pédiatre. Toujours en restant juste assez loin, pour ne pas violer la distance requise par l'ordonnance d'éloignement, mais assez près pour faire savoir qu'elle était là. Un après-midi, au parc, elle s'est assise sur un banc à une quinzaine de mètres, et nous a fixés tout le long. D'autres parents l'ont remarqué, et ont éloigné leurs enfants d'elle. Lorsqu'une mère inquiète nous a demandé si nous la connaissions, j'ai simplement répondu que c'était quelqu'un contre qui nous avions une ordonnance d'éloignement. Le mot s'est vite passé sur l'air de jeu. Sarah a dû réaliser que ces tactiques ne fonctionnaient pas, car elle a changé d'approche. Elle a commencé à envoyer des lettres chez nous,
via son avocat, prétendant qu'elle voulait se réconcilier. Chaque lettre contenait des menaces subtiles, enveloppées dans un langage de pardon et de guérison familiale. Je te pardonne d'avoir retourné ma famille contre moi, lisait-on dans l'une des lettres. Je suis prête à passer outre les mensonges que tu as répandus, si seulement tu me laisses faire partie de la vie des jumeaux. Ils ont besoin de leur tante. Ne m'oblige pas à te prouver à quel point. Nous avons remis chaque lettre à notre avocat, et à la police. L'inspecteur en charge de son dossier, nous a dit qu'ils étaient en train de monter un dossier solide pour harcèlement, en plus des charges existantes. Catherine m'a contacté de nouveau, cette fois avec plus d'informations. Sarah m'envoie des textos depuis différents numéros, a-t-elle dit. Elle m'offre de l'argent, pour obtenir des informations sur tes ordonnances. J'ai bloqué chaque numéro, mais il continue d'arriver. Elle nous a transféré les captures d'écran. Sarah offrait des sommes de plus en plus importantes. De l'argent que nous savions qu'elle n'avait pas, puisque son mari avait gelé leur compte commun pendant le divorce. La procédure de divorce avançait rapidement. Le mari de Sarah avait obtenu la garde exclusive. Et Sarah n'avait droit qu'à des visites supervisées, dans un centre désigné par le tribunal. Selon lui, elle ne s'était présentée qu'à une seule visite. Elle avait passé tout le temps à dire aux enfants comment tout le monde mentait sur son compte, et n'était jamais revenue depuis. Les enfants sont en thérapie, nous a-t-il dit lors d'un café. Fait surtout. Elle se sent coupable de vous avoir parlé des mensonges. Je n'arrête pas de lui expliquer qu'elle a fait ce qu'il fallait. Nous lui avons assuré que nous serions heureux de parler à fait, à tout moment, si elle avait besoin d'être rassurée. La pauvre fille portait le poids de la manipulation de sa mère, depuis des années. 2 mois après l'adoption, Sarah a commis sa plus grosse erreur. Elle a réussi à se faire embaucher, dans une garderie de la ville voisine, en utilisant son nom de jeune fille. Et en passant je ne sais comment, à travers les mailles du filet de la vérification des antécédents, avant que ses charges ne soient entièrement traitées. Nous ne l'avons découvert, que parce qu'une autre mère l'a reconnue, à cause du drame de son blog de maman, et a alerté la direction de la garderie. Ils l'ont renvoyée immédiatement, et ont signalé l'incident au service de protection de l'enfance. Cette violation, travaillée avec des enfants, tout en faisant l'objet d'une enquête pour mise en danger d'enfants, a ajouté une charge supplémentaire à sa liste déjà longue. Son avocat a abandonné l'affaire, invoquant des différends irréconciliables sur la stratégie juridique. Sarah s'est représentée elle-même, lors de l'audience suivante. Elle s'est présentée dans un tailleur mal ajusté, les cheveux sales, avec des cernes sous les yeux. Elle a divagué pendant 20 minutes sur des théories du complot, et sur la trahison familiale, avant que le juge ne la coupe. Madame Sarah, a dit sévèrement le juge. Vous avez besoin d'une représentation juridique appropriée. Je vous commets un avocat d'office. Je n'ai pas besoin d'aide, a insisté Sarah. J'ai juste besoin que les gens écoutent la vérité. La vérité selon qui, a demandé le juge. Selon moi. C'est moi la victime, ici. Le juge a programmé une autre audience, et a ordonné que Sarah subisse une évaluation psychiatrique. Elle est sortie du tribunal en trombe, criant à l'injustice. Sur le parking, elle nous a de nouveau confrontés. Cette fois, mon mari et moi étions prêts. Nous avions tous les deux nos téléphones qui filmaient, alors qu'elle s'approchait. Profitez en tant que vous le pouvez, a-t-elle sifflé, en désignant les jumeaux dans leur siège auto. Vous pensez avoir gagné, mais je sais des choses. Je sais quelle préparation pour biberon vous achetez, quelle couche vous utilisez, où vous les emmenez en promenade. Sarah, tu es filmée, a dit calmement mon mari. Et tu violes l'ordonnance d'éloignement. Elle a ri, un son dénué de toute santé mentale. L'ordonnance d'éloignement? Tu parles de cette blague sur papier? Je l'ai violée une 12aine de fois. Vous suivre est facile, quand vous êtes aussi prévisible. Merci pour les aveux, ai-je dit en arrêtant l'enregistrement. Son visage est devenu blanc, alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de faire. Elle s'est retournée, et a couru vers sa voiture. Mais la sécurité du tribunal approchait déjà. Ils l'ont détenue, jusqu'à l'arrivée de la police. Cette fois, la libération sous caution a été révoquée. Sarah attendrait son procès en prison. Le juge a cité ses aveux concernant de multiples violations de l'ordonnance d'éloignement, et l'escalade de son comportement, comme motif de sa détention. Son mari a amené les enfants nous rendre visite, la semaine suivant l'incarcération de Sarah. C'était la première fois qu'il voyait les jumeaux en vrai.
s'est montrée douce et gentille avec eux. Tandis que James et les autres enfants étaient curieux mais prudents. Maman est en prison, a demandé le petit James à son père. Oui, mon grand. Elle a fait de mauvais choix. Est-ce que c'est de notre faute, a demandé Charlotte, son visage de s'étant plissé par l'inquiétude. Non, ma chérie. Rien de ce qu'a fait maman n'est de votre faute. Elle est malade dans sa tête, et elle a besoin d'aide. Les enfants ont semblé accepter cette explication. Ils ont joué avec les jouets des jumeaux, et ont aidé à leur donner le biberon. C'était un aperçu de ce qu'auraient pu être les réunions de famille, si Sarah n'avait pas tout empoisonné avec sa jalousie. Ma belle-mère est passée plus tard dans la semaine. Elle avait vieilli de plusieurs années, au cours des derniers mois. Le stress des actions de Sarah pesait lourdement sur elle. J'ai dû échouer quelque part, a-t-elle dit, en regardant les jumeaux dormir. Ce n'est pas possible. Les gens normaux ne font pas ce qu'elle a fait. La maladie mentale ne signifie pas que tu as échoué en tant que parent, lui a répondu doucement mon mari. Sarah a fait des choix. De mauvais choix. C'est sa responsabilité, pas la tienne. Nous avons passé l'après-midi à feuilleter de vieux albums photos. Des photos de Sarah enfant, souriante, et apparemment normale. Ma belle-mère a pointé du doigt des moments qu'elle reconnaissait maintenant comme des signes avant-coureurs. La rage de Sarah, lorsqu'elle ne gagnait pas à un jeu. Sa manipulation envers ses jeunes cousins. La mystérieuse maladie d'un camarade de classe, qui l'avait battu à l'élection du délégué de classe. J'ai toujours trouvé des excuses, a admis ma belle-mère. Je disais qu'elle avait l'esprit de compétition, qu'elle était ambitieuse. Je n'ai jamais voulu voir ce qu'il y avait vraiment. Le procès pénal a été fixé 6 mois plus tard. L'avocat commis d'office de Sarah essayait de plaider la folie. Mais le procureur était confiant. Les preuves étaient accablantes. Du témoignage de Catherine, aux pages du journal intime, en passant par les propres aveux enregistrés de Sarah. Nous nous sommes installés dans une nouvelle routine. Des visites au parc, sans avoir à regarder par-dessus notre épaule. Des rendez-vous chez le médecin, sans craindre de falsification. Des dîners de famille, où le nom de Sarah était rarement évoqué. Les jumeaux grandissaient de jour en jour, et leur personnalité s'affirmait. Charlotte était la sérieuse, étudiant tout avec une concentration intense. James, lui, n'était que sourire et rire, charmant tous ceux qu'il rencontrait. Ils étaient parfaits, ils étaient à nous, et Sarah ne pouvait pas les toucher derrière les barreaux. La garderie où Sarah avait brièvement travaillé, nous a envoyé une lettre. Ils mettaient en place de nouvelles procédures de vérification des antécédents, à cause de ce qui s'était passé. Ils nous ont également offert la garde gratuite de nos enfants, si jamais nous en avions besoin. C'était leur façon de s'excuser pour cette faille de sécurité. Nous avons poliment refusé. Les jumeaux resteraient avec la famille, ou avec des amis de confiance en cas de besoin. La confiance se gagnait lentement, ces temps-ci. Catherine m'a envoyé un dernier texto. Je déménage. Nouveau travail, nouvel état. J'ai besoin de recommencer à zéro, là où personne ne sait ce que j'ai fait. Je m'excuse encore. Prends soin de ces bébés. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. 5 mois après l'incarcération de Sarah, nous avons appris une nouvelle inattendue. Elle était enceinte. Apparemment, elle fréquentait quelqu'un avant son arrestation, et devait maintenant accoucher en prison. Son mari était anéanti. Ses enfants ne méritent pas d'avoir un autre frère ou sœur, né dans ce pétrin, a-t-il dit. Et qui sait ce qu'elle a pris pendant sa grossesse? Elle n'était pas stable. La grossesse a ajouté une nouvelle couche de complexité au procès. Son avocat a poussé plus fort pour plaider la folie, arguant qu'aucune femme saine d'esprit ne commettrait de crime tout en étant enceinte. Le procureur a rétorqué que les actions calculées de Sarah montraient une préméditation claire, et non de la folie. Nous avons assisté à chaque audience préliminaire, assis tranquillement au fond, en tant que témoins. Sarah devenait plus grosse et plus négligée, à chaque apparition. Elle nous fixait avec une haine non dissimulée, ses mains menottées sur son ventre qui s'arrondissait. Lors d'une audience, elle a explosé. Ils ont volé ma vie, a-t-elle hurlé en nous pointant du doigt. Mes bébés, ma famille, tout. Et maintenant, ils sont assis là, à me juger. Le juge a ordonné qu'elle soit expulsée de la salle d'audience. Alors que les gardes l'escortaient,
Elle s'est retournée une dernière fois. Charlotte et James étaient censés être à moi. La salle d'audience était silencieuse après son emportement. Même son avocat semblait abattu. Un mois avant le procès, Sarah a accouché. Le bébé, une fille, est né en bonne santé malgré les craintes de tout le monde. Sarah l'a appelée Emma. Mes mains ont tremblé quand je l'ai appris. Même maintenant. Même après tout ça, elle essayait encore de me blesser. En utilisant mon prénom pour son enfant, conçu dans le chaos, et né en détention. Les services sociaux ont immédiatement pris le bébé Emma. Sarah n'avait aucun droit sur elle, compte tenu de sa situation actuelle et des charges pesant contre elle. Le bébé a été placé en famille d'accueil, pendant que l'État décidait d'un placement permanent. Le mari de Sarah a envisagé de la prendre, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Mes enfants ont déjà assez souffert, a-t-il expliqué. Je ne peux pas ramener leur demi-sœur à la maison. Elle serait un rappel constant, de la dépression de leur mère. Le procès a commencé par un froid matin de février. Charlotte et James avaient 11 mois. Ils marchaient, et balbutiaient leurs premiers mots. Nous les avons laissés avec mon beau-père, et avons pris place dans la salle d'audience. Sarah est entrée menottée. Son corps postpartum enveloppé dans une combinaison orange. Elle avait perdu du poids depuis l'accouchement. Son visage était émacié et creux. Elle nous a immédiatement repérés dans le public, le regard fixe. Catherine a témoigné en premier. Elle a détaillé comment Sarah l'avait fait chanter, pour qu'elle échange mes vitamines. Elle s'est effondrée en pleurs lors du contre-interrogatoire, mais est restée fidèle à sa version. La pharmacie lui avait déjà retiré sa licence. Ce témoignage faisait partie de son accord de plaider coupable. Le mari de Sarah a suivi, présentant le journal intime, et décrivant des années de comportement manipulateur, face auquel il avait été aveugle. Il a partagé des histoires sur la cruauté croissante de Sarah, envers les membres de sa famille. Son obsession pour le contrôle, et son incapacité à accepter la moindre contrariété, même imaginaire. Lorsque ce fut à mon tour de témoigner, j'ai parlé clairement et calmement, des prénoms volés, des vitamines empoisonnées, et de la destruction systématique de ma vie. J'ai montré des photos des jumeaux, en bonne santé et épanouis, malgré les tentatives de Sarah d'empêcher leur existence. Elle voulait que je souffre, ai-je dit, en soutenant le regard de Sarah. Parce que j'avais quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. L'amour et la loyauté de son frère. L'avocat de Sarah a essayé de me dépeindre comme vindicative, suggérant que j'avais tout orchestré pour voler la vie de Sarah. Mais les preuves parlaient plus fort que ces théories. L'accusation a tout présenté. Les emails, les faux comptes sur les réseaux sociaux, les dossiers médicaux falsifiés, la campagne de harcèlement. Ils ont fait écouter les enregistrements des menaces et des aveux de Sarah. Ils ont montré au jury, les pilules non identifiées qu'elle avait apportées chez ses enfants. Sarah a témoigné pour sa propre défense, contre l'avis de son avocat. Elle a divagué sur des complots et des trahisons, affirmant que j'avais prévu de la détruire, depuis le jour où j'avais rencontré son frère. Elle a insisté sur le fait que les vitamines étaient censées m'aider. Que les prénoms étaient des coïncidences. Que tout le monde mentait. Je suis une bonne mère, a-t-elle insisté, les larmes coulant sur son visage. Ils m'ont enlevé mes bébés, parce qu'ils sont jaloux de ce que j'avais. Le contre-interrogatoire du procureur a été brutal. Il l'a confrontée à chaque élément de preuve, la forçant à faire face à ses propres mots et actions. La version de Sarah changeait à chaque question. Les contradictions s'accumulaient. Enfin, il a demandé, avez-vous oui ou non, altéré les vitamines prénatales d'Emma? Sarah est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit doucement, elle ne méritait pas d'être mère. La salle d'audience a explosé. Le juge a réclamé le silence, tandis que l'avocat de Sarah prenait sa tête entre ses mains. Elle venait d'avouer à la barre. Les plaidoiries finales ont été brèves. Les preuves étaient écrasantes. Les aveux, accablants. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Sarah n'a montré aucune émotion, à la lecture du verdict. Elle regardait droit devant elle, le visage impassible. Le juge a fixé le prononcé de la peine, au mois suivant. À l'extérieur du tribunal, les journalistes attendaient. Nous sommes passés devant eux sans faire de commentaires. Il n'y avait rien à dire. La justice avait été rendue, mais cela n'apportait aucune joie. Une famille était brisée.
Des enfants se retrouvaient sans mère. Une petite fille prénommée Emma allait grandir dans une famille d'accueil. L'audience de détermination de la peine a été plus calme. Sarah semblait sous l'effet de médicaments. Ses mouvements étaient lents et mesurés. Des témoins de moralité se sont exprimés des deux côtés. Ses enfants n'étaient pas présents. Le juge l'a condamnée à 15 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 7 ans. Elle purgerait sa peine, dans un établissement doté d'un programme de santé mentale. C'était plus clément que ce que souhaitait le procureur, mais plus sévère que ce qu'espérait son avocat. Alors que les gardes l'emmenaient, Sarah s'est retournée une dernière fois. « Prenez soin de mon Emma », a-t-elle dit doucement. Je ne savais pas si elle parlait de moi, ou du bébé. Peut-être les deux. Peut-être aucune des deux. Nous sommes rentrés chez nous, pour retrouver nos jumeaux, qui nous ont accueillis avec des sourires, et les bras tendus. Charlotte avait appris à dire « maman » pendant notre absence. James nous a montré sa nouvelle capacité à empiler des blocs. Ce soir-là, après que les jumeaux se soient endormis, mon mari et moi nous sommes assis sous le porche. Les étoiles brillaient, l'air était frais. Nous n'avons pas parlé du procès, ni de Sarah, ni des années de douleur. Nous sommes juste restés assis ensemble, à respirer en paix. 2 semaines plus tard, nous avons reçu un appel des services sociaux. Le bébé de Sarah, Emma, avait besoin d'un placement permanent. Envisagerions-nous de l'adopter? Mon mari et moi nous sommes regardés, puis nous avons regardé nos jumeaux jouer sur le sol. Charlotte essayait de donner à manger à une voiture miniature à James, pendant qu'il rigolait. Ils étaient si heureux, si innocents. Nous allons y réfléchir, ai-je dit à l'assistante sociale. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant des heures. Pourrions-nous élever l'enfant de Sarah? Pourrions-nous la regarder tous les jours, sans voir sa mère? Pourrions-nous refuser un foyer aimant à un bébé innocent, à cause de la personne qui lui avait donné naissance? Au final, c'est l'amour qui l'a emporté. Le bébé Emma a rejoint notre famille 3 mois plus tard. Nous avons gardé son prénom, mais lui avons donné un nouveau deuxième prénom, Hope, espoir. Les enfants de Sarah venaient souvent nous rendre visite. Ils adoraient les 3 bébés. Particulièrement Faye, qui prenait son rôle de cousine aînée très au sérieux. Leur père a commencé à sortir avec une femme gentille, qui traitait bien les enfants. La guérison était lente, mais elle se produisait. Ma belle-mère a trouvé la paix, dans son rôle de grand-mère. Elle gâtait tous les enfants de la même manière, rattrapant le temps perdu. Elle ne mentionnait jamais Sarah, à moins qu'on ne le lui demande. Et même alors, ce n'était que brièvement. Elle reçoit de l'aide, se contentait-elle de dire. C'est tout ce qui compte maintenant. J'ai repris le travail quand les jumeaux ont eu 2 ans. Mon patron m'a accueilli avec une promotion, reconnaissant à quel point j'avais géré une situation impossible, avec professionnalisme. Mes collègues ont organisé une petite fête, avec des photos des bébés sur mon bureau. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité. 3 enfants de moins de 3 ans, c'était le chaos. Mais un magnifique chaos. Emma a grandi, sans ressembler en rien à sa mère biologique. Elle n'était que sourires éclatants, et douceur. Les jumeaux l'ont acceptée comme leur sœur, sans se poser de questions. Nous leur avons dit la vérité, avec des mots adaptés à leur âge, à mesure qu'ils grandissaient. Sur le fait que les familles sont compliquées. Sur la maladie mentale. Sur le fait de choisir l'amour plutôt que la haine. Sur le fait que parfois, les personnes qui devraient t'aimer en sont incapables, mais que cela ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'être aimé. Catherine m'a écrit une fois. Une longue lettre d'excuses, et des nouvelles de sa nouvelle vie. Elle était en thérapie, travaillait dans un hôpital, et essayait de réparer ses erreurs. Je lui ai répondu une fois, lui souhaitant le meilleur. Le pardon prend parfois du temps. Le mari de Sarah s'est remarié, quand son plus jeune enfant a eu 10 ans. Le mariage était petit, mais joyeux. Les 4 enfants faisaient partie du cortège nuptial, rayonnant de bonheur. Ils avaient retrouvé la stabilité. Nous recevions parfois des nouvelles de Sarah, par l'intermédiaire de son avocat. Elle prenait ses médicaments, suivait une thérapie, et travaillait à la bibliothèque de la prison. Elle avait trouvé la religion, puis l'avait perdue, puis l'avait retrouvée. Elle écrivait des lettres à ses enfants, que son ex-mari conservait sans les ouvrir. Attendant qu'il décide s'il voulait les lire un jour. Elle ne nous écrivait jamais. Nous en étions reconnaissants.
Pour le 5e anniversaire des jumeaux, nous avons organisé une grande fête. Tous les cousins sont venus, avec des amis de l'école et des voisins. Faye, qui était maintenant adolescente, aidait à organiser les jeux. Les autres enfants de Sarah ont chanté joyeux anniversaire avec une joie sincère. La petite Emma, maintenant âgée de 3 ans, a essayé de souffler les bougies de ses frères et sœurs. Charlotte l'en a empêché doucement, pendant que James riait. Ils étaient tellement patients avec leur petite sœur. Protecteurs et aimants. La grand-mère de mon mari, maintenant âgée de 95 ans, était assise dans son fauteuil roulant, rayonnante. Elle avait vécu assez longtemps, pour voir sa famille guérir des fractures causées par Sarah. Elle tenait la petite Emma sur ses genoux, en lui murmurant des histoires sur le passé de la famille. Les bons moments. Ce soir-là, après le gâteau, les cadeaux et beaucoup trop d'excitation, nous avons bordé 3 enfants épuisés dans leur lit. Charlotte a insisté pour une histoire de plus. James voulait des câlins supplémentaires. Et Emma avait besoin que sa couverture spéciale soit disposée juste comme il faut. En fermant la porte d'Emma, j'ai pensé à Sarah, dans sa cellule. Pensait-elle aux enfants qu'elle avait perdus, à cause de ses propres actions? Regrettait-elle le chemin qu'elle avait choisi? Avait-elle jamais accepté ses responsabilités? Je ne le saurais jamais. Et c'était très bien ainsi. Son voyage n'appartenait désormais qu'à elle. Mon mari m'a trouvé dans le couloir, et m'a serré dans ses bras. Nous avions survécu à l'impossible, et avions construit quelque chose de magnifique à partir des cendres. Nos enfants étaient heureux, en bonne santé, et aimés. C'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin a apporté le chaos habituel. Des céréales renversées, des chaussures perdues, des disputes pour des jouets. La vie de famille normale. Charlotte a aidé Emma à trouver sa robe préférée, pendant que James donnait à manger aux chiens. C'étaient de bons enfants. Des enfants gentils. Malgré, ou peut-être à cause de leur histoire. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Faye. Je peux faire du babysitting ce week-end? Je veux m'entraîner pour quand j'aurai des enfants plus tard. J'ai souri, en tapant en retour, oui. Le cycle de la famille continuait. Plus sain maintenant. Bâti sur la vérité et le choix, plutôt que sur la manipulation et la douleur. Sarah avait essayé de nous détruire avec sa jalousie et sa cruauté. Au lieu de cela, elle avait créé une famille plus grande et plus forte, unie par l'amour et la résilience. Ses enfants biologiques s'épanouissaient sans son poison. Son bébé grandissait entouré de l'amour, qu'elle avait essayé de refuser aux autres. Et nous? Nous avions tout ce qu'elle avait toujours voulu. Pas parce que nous l'avions volé, mais parce que nous l'avions mérité, par notre patience, notre persévérance, et par le choix d'aimer, même quand ça faisait mal. Les jumeaux ont commencé la maternelle cet automne-là. Charlotte organisait ses fournitures avec une précision militaire, tandis que James charmait sa maîtresse en quelques minutes. Emma les a regardés partir avec des larmes, comptant les jours avant de pouvoir les rejoindre. Nous nous tenions à l'arrêt de bus, 3 parents saluant de la main. Mon mari a serré ma main, alors que le bus s'éloignait. Nous avions réussi. Malgré tout, nous avions réussi. Cet après-midi-là, pendant qu'Emma faisait la sieste, j'ai enfin ouvert la boîte que j'avais gardée dans notre placard. À l'intérieur, se trouvaient les photos des échographies de nos bébés perdus. Ceux dont Sarah avait volé les prénoms. J'ai regardé chacune d'elles, me rappelant l'espoir et le chagrin qu'elles représentaient. Puis, j'ai ajouté de nouvelles photos. Charlotte, James et Emma, en train de jouer ensemble. La vie après la perte. La joie après le chagrin. Une famille, née des cendres de la destruction de quelqu'un d'autre. J'ai fermé la boîte, et je l'ai rangée. Le passé était honoré, mais je n'allais pas m'y attarder. Le présent exigeait trop d'attention, trop d'amour, et trop de vie, pour perdre du temps avec ceux qui auraient pu être. En bas, Emma était réveillée, et réclamait des collations. Je suis descendu pour la retrouver, prête à affronter tout ce qui nous attendait. Nous avions survécu au pire de Sarah. Tout le reste n'était que la vie. Une vie désordonnée, magnifique et ordinaire.